à 0 heure. Nous allons immédiatement commencer cette heure sur métisser la langue. Et j'aimerais débuter par une citation d'Édouard Glissant qui me paraît être juste par rapport à cette situation. Nous avons un rendez-vous où les océans se rencontrent. Donc là où les langues se forment et se reforment, là où les luttes passent par l'expression, le langage et ses rhizomes. Euh, je souhaiterais alors on va inverser, excusez-nous, il y a un petit dérèglement, mais c'est pas très grave. Commencer avec vous, Louise Antonin. On avait prévu l'inverse, mais c'est pas très grave. Au contraire, vous êtes la bienvenue. Et je laisse Vincent Lérentini présenter, qui est membre de la GLFLF, donc soutient ces 24 heures, et on est les co-auteurs. Présenter Loïse Antonin. Très bien, bonsoir. Bonsoir Loïc, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, on s'est rencontrés il y a 2 ans à La Réunion. Vous aviez participé aux États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer. Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir. Donc, Loïse, vous êtes professeur de créole, ou plus officiellement de langue vivante régionale en Guadeloupe. Vous coordonnez les Oui, prestations liées à la semaine du créole dans des lycées de Guadeloupe et vous vous battez pour la valorisation et l'appropriation de la langue et du patrimoine local. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment le créole est aujourd'hui enseigné en Guadeloupe, dans ce proche voisinage administratif ou géographique entre le français, l'anglais, voire même l'espagnol? Quel est le rapport entre oralité et écrit? Et nous dire également quelles seraient pour vous les conditions idéales d'un renforcement de la culture et de la langue créole. Alors, si vous souhaitez que je répète, je peux le faire. Je vous ai posé beaucoup de questions, mais je vous laisse la parole. oui, oui, en effet. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Loïse Antonin, donc professeure de langue créole. Donc, je me suis déplacée un petit peu parce que jonglais parce que j'habite à côté d'une église et puis les cloches sonnaient. Ouais, Donc, d'accord. là, je vais me replacer. Désolée. Donc, oui, en effet, enseigner le créole à l'école, ça devient de plus en plus problématique ici en Guadeloupe, puisqu'on a des heures qui sautent, mais on se bat. Donc, j'aimerais bien que vous me rappeliez, parce que j'ai préparé quand même un petit intitulé concernant la langue créole, donc, mais aussi surtout l'apport du français, ce que la langue française apporte au créole, puisque sur la recommandation que j'ai eue, c'était surtout de mettre en avant la langue française. Donc, je me suis appuyée sur une fable de La Fontaine pour pouvoir mettre en avant mes dires. Cependant, il est vrai que c'est un combat de longue haleine, c'est un combat qui perdure et c'est un combat qui va encore continuer au niveau du créole guadeloupéen. Parce que en Guadeloupe, nous avons plusieurs croyances sur la langue créole. Il y a certains qui partent de la langue créole, comme on dit, il y a plusieurs langues créoles un peu partout, mais il y a certains qui prennent la dénomination de langue guadeloupéenne. Donc, nous ne sommes plus au statut langue créole, mais langue guadeloupéenne. Et ce, pourquoi je ne me bats pas essentiellement. Parce que j'estime que lorsqu'on regarde l'essence même, la genèse même de la langue créole, on a les apports d'un peu partout et je ne me vois pas encore m'approprier en tant que telle cette langue créole et dire qu'il s'agit d'une langue guadeloupéenne, puisque le créole existe un peu sur tous les territoires de la France. Alors, vous pouvez me reprendre les questions, que je puisse y répondre. Alors, cette transformation de l'intitulé, elle est réservée à la question de l'éducation nationale ou est-ce qu'elle dépasse cette question-là? Alors,
elle dépasse cette question parce qu'il y a aussi un peu de l'éducation nationale, mais il n'y a pas que l'éducation nationale. L'éducation nationale forcément, respecte certaines règles, mais toutes ces règles ne sont pas, il y a des règles qui se disent et se contredisent. Donc, ce qui fait que l'éducation nationale suit la bonne démarche venant d'en haut du ministère de l'Éducation, donc on fait avec. Mais le problème est qu'on constate de jour en jour, malgré on a eu euh, nos grands penseurs qui ont lutté pour faire évoluer la langue créole, nous remarquons encore aujourd'hui, et pour que la langue créole soit instituée au niveau de l'éducation nationale, donc nous avons l'impression que, enfin moi j'ai l'impression, désolée, je vais faire, je suis désolée. Donc, je disais donc j'ai l'impression, je suis désolée, j'ai l'impression que la langue créole aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, enfin notre langue créole en Guadeloupe, perd un peu de son efficacité. Je vous dirai pourquoi. Parce que, étant donné que M. Poulet, qui est l'un des chantres, avec Sylviane Delchine, l'un des centres de la langue créole Guadeloupe, euh, qui s'est battu pour que le créole puisse rentrer à l'école. Ils se sont battus pour dire, voilà, on va mettre en évidence les deux créoles, la langue française et le créole, et voir un petit peu quels sont les apports au niveau des élèves, quels sont les progrès, quelles sont les compétences que les élèves vont pouvoir valider. Donc, le créole a été démontré par aussi Mme John Baptiste qui disait que instaurer et apprendre les enfants l'éducation, enfin, tout ce qu'il y a autour de l'école en y incluant la langue créole, c'était bénéfique pour les enfants. Et malgré tout ce qui a déjà été fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous faisons un pas en arrière, puisque le nombre d'heures qui avaient été allouées pour le créole à l'école diminue. Je ne vais pas blâmer les chefs d'établissement, puisque les chefs d'établissement font avec ce qu'on leur donne. Donc, ce qui se passe, c'est que ils ont pas, avant, on avait instauré vraiment des heures de créole. Aujourd'hui, on constate que les heures de créole tendent à diminuer. Ensuite, les chefs d'établissement prennent sur l'enveloppe qu'on leur donne, donc des heures HSA. Ces heures, ils les attribuent en fonction des besoins des élèves. Donc, très souvent, les élèves qui ont des difficultés ont des besoins au niveau français, ont des besoins au niveau mathématiques, ont des besoins au niveau toutes les matières, on dirait les matières qui sont centrales et au détriment de la langue créole. Donc, ce qui fait, les élèves qui ont des difficultés, on va utiliser dans ces heures pour pouvoir leur permettre de progresser ou bien de diminuer leurs lacunes. Ce qui fait compatir la langue créole complètement. Et donc, On a vu dans un échange précédent avec une psychopédiatre que oui, justement la valorisation des langues parlées à la maison en relation avec le français était au contraire des atouts qui permettaient de s'améliorer dans les langues qu'elles étaient absolument nécessaires pour décoincer aussi des rapports de force entre ce qu'est l'école et ce qu'est la vie quotidienne. Par ce fait-là, c'est vrai que le créole a sa place dans l'éducation nationale. alors, le créole a tellement sa place que je vais vous dire, lorsque j'ai pensé à métisser, j'ai pensé au métier de métisser, au métissage. Comment ça se fait? Comment les fils s'entrecroisent pour pouvoir créer une trame. Et nous sommes là sur cette trame aujourd'hui. Et pour montrer justement le bénéfique sans laisser tomber la langue française, puisque la langue française, de toutes les manières, elle est capitale. On ne peut pas faire sans. Mais la langue française, puisqu'on a la langue française et les langues de France. Donc, la langue française ne peut pas seulement vivre non plus sans les langues de France, puisque chaque région apporte justement ses spécificités. Et pour bien comprendre, donc
je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai expliqué une des fables de La Fontaine. Parce que nous savons tous que La Fontaine, à un moment donné, au XVIIe siècle, il n'était pas bien vu par le roi. Parce qu'il dénonçait justement tout ce qui n'était pas bien au niveau du roi, au niveau du niveau supérieur, au niveau de la hiérarchie. Et donc, je vais vous lire et faire une étude comparative entre la fable de La Fontaine et, euh, et le créole. Puisque de toutes les façons, chacun d'entre nous, nous avons tous un jour ou l'autre, parce que la fable de La Fontaine a été transportée, a été véhiculée un peu partout, dans toutes les régions. Et je pense que chacun d'entre nous, à un moment donné, nous avons parlé, nous avons discuté autour de la fable de La Fontaine. Et comme nous parlons d'oralité, donc c'est tout naturellement que j'ai dû allier cette fable qui parle de l'oralité, mais qui est aussi, on parle de l'oralité en général, puisqu'on a les contes et les fables pour moi personnellement, on ne peut pas dissocier. Certes, les fables, on aura une morale qui est très subtile à la fin, et les contes, ce sera plus de manière imaginaire, un imaginaire débordant où on aura tout et le contraire de tout. Mais, alors, pour moi, transmettre, enseigner et permettre le métissage de l'oralité n'est pas pensable dans la langue française n'est pas pensable sans la langue française où chaque mot dans son contexte envoie une information qui elle-même est différenciée en fonction du langage. Il m'est quand même encore plus inconcevable aussi d'enseigner la langue française sans prendre en compte le contexte. On ne vous entend plus. Il y a un Vous, ne, problème de micro. Ah, vous Là, m'entendez? ça va. Oui, oui, là, ça va. Ça passe? Oui, oui. Oui. Donc, je disais, il est pour moi, en tant qu'enseignante, il est pour moi inconcevable d'enseigner la langue française sans prendre en compte le contexte régional. Et c'est en cela que les références françaises sont intéressantes. D'ailleurs, pour montrer cette richesse de la langue, je vais m'appuyer sur le contexte et je vais prendre un exemple qui est les animaux malades de la peste et qui a été traduit en créole guadeloupéen par M. Hector Poulet, Sylviane Telchid, sous le nom de animaux aux abois. Alors, lorsque je parle de cette fable au XVIIe siècle, aujourd'hui encore, même si la fable a été créée au XVIIe siècle, aujourd'hui encore, la fable a toute sa place. Elle a toute sa place au regard des événements qui nous touchent, que ce soit au niveau social et ce pour toutes les catégories d'âge. Un mal qui répond à la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la paix. Lorsqu'en créole, on dit en maladie cafouille, en maladie, tout le monde faut jamais entendre parler. En maladie, bon Dieu doit être évolué pour décaler tous les animaux pour pécher il été fait. En qualité Jean choléra, je dis il été créé sida. Nous voyons dès le début de la fable, dans les deux cas, nous sommes en présence perpétuelle de figures de rhétorique. Et cela, dès le titre, où la personnification des animaux rythme le récit, tout le monde aura droit à la parole, mais pour quel jugement? Nous voyons d'emblée que la construction de deux manières d'écrire répondent à la versification. Donc tout ça, c'est toujours en parallèle par rapport au français, puisque nous nous appuyons sur le français pour pouvoir avancer au niveau du créole. Tout en gardant l'idée d'une pandémie en réalité par rapport au Covid. Un mal que le ciel en sa fureur inventa. Lorsque nous sommes sur en maladie, bon Dieu doit être évoyé. Prenant appui sur la croyance chrétienne de la majorité de Guadeloupéens, à cela s'ajoute pour les 3 premiers vers de la version créole une anaphore qui vient sans cesse en maladie, comme pour insister sur la gravité de la maladie, alors que la version française montre la gravité dans l'utilisation des mots choisis, conduisant à l'utilisation d'une autre figure de style qui est l'hyperbole. C'est un élément grave et assez grave pour que le responsable des instances puisse prendre la parole. Ici, nous avons le lion.
exigeant une confession des grands pécheurs, menant au sacrifice pour sauver les autres. Mais c'est aussi un moyen, en ce temps-là, pour La Fontaine, de pointer du doigt le dysfonctionnement de la société. Le roi, ici illustré par le lion, tient conseil au lion, mandé battre son caisse pour mi convaincre à voter pour matouté tout le monde qui semblait à cette fin, il n'était pas les baillots. Et poursuit ainsi le début de sa plaidoirie. Mes chers amis. Merci de ce travail sur le texte. Mais moi, j'aimerais bien peut-être poser quelques questions sur Allez-y. Mhm. sur le principe que vous mettez en œuvre quand vous travaillez ça. Et notamment, bon, déjà par rapport à la géographie, et je crois que la Guadeloupe est quand même plus proche de l'anglais géographiquement et même de l'Espagne. Et on a cette présence de la France. Donc on est entre trois langues d'une certaine manière majeures. Et la Oui. question, c'est comment ces éléments qui relèvent de cette, je dirais, de l'esclavage, de toute, on en connaît les origines et l'importance aussi de cette langue créole. Et je dirais que rien que par respect mémorial, faudrait la célébrer amplement, peut-être pas uniquement dans son rapport justement franco créole, mais peut-être dans ce qu'elle constitue, dans une sorte de géographie du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, en effet, le créole a tout à fait sa place au niveau de son positionnement triangulaire, puisque certes, nous sommes de la France et l'anglais est quand même omniprésent sur certains territoires et qui devient la langue la plus véhiculée pour parler à l'étranger lorsqu'on est à l'international. Mais ici en Guadeloupe, il y a, je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup de brassage, certes, alors la population commence à être modifiée aussi par rapport à l'arrivée des Chinois qui sont ici en Guadeloupe. Mais lorsque nous regardons par rapport aux îles à côté, donc l'espagnol, l'anglais, lorsque le peuple guadeloupéen ne sait pas justement répondre ou bien discuter, échanger avec quelqu'un des régions des petites Antilles ou même des grandes Antilles, c'est le créole qui est d'abord utilisé. C'est le créole qui permet de véhiculer des informations. C'est le créole qui permet de véhiculer des idées. Donc, le créole est toujours important. Surtout, d'autant plus, parce que nous savons aussi que nous ne sommes pas loin d'Haïti. Et il y a un apport massif d'Haïtiens en Guadeloupe. Donc, ce qui fait de plus en plus, puisque le créole haïtien n'est pas au même niveau que le créole français, donc ce qui fait que le créole prend de plus en plus de l'ampleur, mais c'est surtout un créole haïtien, puisque la population, petit à petit, augmente. Et comme le taux de natalité chute, et on a les... Je suis désolée. Pas de problème. Oui, il y a Sylvie qui est arrivée et C'est arrivé parce que je la vois pas. Sylvie et Jean-Marc Rosier. Jean-Marc était là et je ne sais pas s'il est encore là, juste pour que on D'accord. fait discussion avec tous les membres, même si je pense que c'est existentiel pour rebondir sur ce que vous dites, que c'est la langue qui véhicule, comme vous avez dit, les idées et qui correspond à la réalité. Et il y a un manque si on réduisait tout sur un français. C'est aussi une réalité de correspondre à la vie
contextualiser. Et c'est exactement ce que Doudou Dienne a dit. Il faut contextualiser la langue et le créole et pas qu'un dialecte. C'est une forme de décrire et vivre la réalité dans une autre forme et elle est existentielle, d'être pratiquée, enseignée et développée. Et ça, je pense que c'est très important ce que vous dites. J'espère que j'ai bien compris et que on invite peut-être les autres participants à rebondir sur cette question, notamment Sylvie, si je peux me permettre de faire le pont et on revient sur Sylvie, vous aussi, Antonia. tu es ici, Sylvie Glissant? Allô? Je m'excuse, il y a un petit dérèglement parce qu'un de nos Jean-Marc était là, hein, et est malheureusement absent, Souleymane Bachir Diagne. Donc, on va avoir maintenant un dialogue entre Sylvie Glissant et Jean-Marc Rosier. Je ne sais pas où on en est. elle est dans le round. Enfin, Alors moi, je vous entends, mais j'ai un problème de connexion, donc je mets pas la caméra parce que sinon ça coupe sans arrêt. Je fais avec le cellulaire et là où je suis, j'arrive pas à capter en fait. Mais je vous entends là. Et Enfin, Jean-Marc Rosier est là aussi. il était euh, là, mais Parce que j'aurais bien aimé, donc je m'excuse, hein, Louise, on a fait les 20 minutes, je suis obligé un peu de jouer la montre. Je vous remercie pour cet exposé sur l'apprentissage de la langue créole en Guadeloupe. C'était très intéressant. Je vais donc, on va essayer de faire une sorte de dialogue entre Sylvie Glacian et Jean-Marc Rosier. Sylvie est directrice de l'Institut du Tout-Monde depuis sa fondation par Édouard Glissant en 2006. Elle fut l'épouse de l'écrivain, psychanalyste, clinicienne et artiste peintre. Elle expose ses œuvres sous le nom de Sylvie Sema. Quant à Jean-Marc Rosier, il est professeur de lettres au lycée, fondateur de la revue L'Incertain et l'édition K. Il est l'auteur de 2 romans en créole, Anne Lavachi Chimérique et Lélécou, comme de nombreuses traductions vers le créole. Parallèlement, il écrit en français. Ténèbres intérieures est un roman sorti aux éditions Apogée. Vous considérez donc, voilà. Sylvie, peut-être je te pose une première question sur cette question, sur le rapport que pouvait avoir Édouard Glissant avec la langue, le créole. Et je crois que dans sa thèse, notamment, s'est beaucoup confronté avec cette culture écrite et la culture locale, et il a décidé à un moment d'écrire en français alors qu'il était fortement engagé dans un mouvement d'indépendance de la euh, de l'île. oui. Marc, vous êtes là aussi. oui. Alors, j'ai un problème technique parce qu'on ne voit pas les intervenants ici. Rudy, Jean-Marc est là et Sylvie, et peut-être on les laisse parler. Jean-Marc est là, non? Oui. Oui, bonsoir, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Mais on ne vous voit pas. Deuxième- Alors, est-ce que c'est de notre Attendez, part ou c'est de je vais votre mettre la part? caméra. Voilà, alors, utilisez cette fois. Ok. Voilà, Ah, vous me voyez, c'est bon? très bien, super, Bonsoir à tous. enchanté. Bonsoir, pareillement. Alors, je viens tout juste d'arriver, donc je me suis connecté un peu avant et j'ai dû repartir. Donc, je ne sais pas ce qui a été dit entre-temps. Alors, je vais vous poser, du coup, directement, je vous ai déjà présenté. Ah, Je vais vous poser peut-être quelques questions en sachant qu'on va vraiment construire un dialogue avec Sylvie.
qui n'est pas visible, mais qui est là. Euh, Moi, ce qui m'intéresse par rapport à votre œuvre et à ce que vous faites, c'est ce bilinguisme français-créole que vous travaillez aussi bien dans vos textes que par le fait de la traduction, par le fait de l'édition dans ces deux langues, parce qu'il s'agit bien de deux langues. Euh, je crois que c'est assez intéressant en lien avec cette question de l'éducation sur lequel on a travaillé tout à l'heure, de voir quelles sont ces deux présences là, dans ce cas-là en Martinique. Oui, alors, bon, par exemple, vous avez employé un terme qui me plaît beaucoup, c'est le mot présence. Quelles sont ces deux présences? En effet, on peut parler pour ce qui est du créole et du français aussi bien dans leur dimension linguistique que culturelle de véritable présence. Car ce sont des langues, et singulièrement le créole, qui nous habitent. Et c'est pour cette raison que j'ai coutume de dire qu'en fait, nous ne parlons pas simplement français, mais nous parlons créole, même quand nous parlons le français. Parce que l'esprit créole nous habite. C'est-à-dire que même si nous apprenons le français à l'école, et parfois même très bien, puisque vous voyez comment Césaire, par exemple, maîtrise parfaitement la langue, et de même pour la plupart des intellectuels chez nous, je pense à Ménil, je pense à Fanon, je pense à Chamoiseau. Donc tous ces intellectuels connaissent parfaitement la langue dite entre guillemets académique française, mais il y a quelque chose d'un esprit créole qui parcourt ces langues-là, une présence, une véritable présence. Et j'ai presque envie de dire que le fait d'appartenir à ces cultures, eh bien, fait quelque part, c'est comme si nous sommes quelque part possédés par cet esprit créole. Et ça me plaît bien ce mot, oui, en effet. Mhm. Sylvie, je te laisse aussi dialoguer, hein. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais j'aime beaucoup, évidemment, ce que vient de dire Jean-Marc. Je pense que c'est extrêmement important parce que je pense il y a vraiment un manque de visibilité totale sur, sur l'usage voilà, de cette langue, de ces langues créoles, parce que la langue créole, elle est aussi multiple. Hein, et je pense que il y a un manque de visibilité aussi sur le fait que tout le monde, quand vous êtes par exemple en Martinique, évidemment, où je vais très souvent, euh, tout le monde parle créole. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une langue d'usage quotidienne. Et c'est pour ça que je suis très. Enfin, j'aime beaucoup, évidemment, ce que vient de nous apporter Jean-Marc, hein, son témoignage. Et, euh, et quand il dit que, effectivement, même quand ils parlent le français, ou donc quand ils écrivent le français, en fait, finalement, ils parlent ou écrivent peut-être le créole, c'est-à-dire cette langue de l'oralité, ça c'est sûr. C'est pas une langue écrite au départ, même si on l'écrit maintenant, mais c'est une langue quand même de l'oralité. Tout le monde sait que pour Édouard, c'était très important ce rapport de l'oral à l'écrit et cette présence justement de l'économie d'une langue créole, donc qui porte une parole, hein, voilà, dans cette langue française. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, évidemment, dans une économie souvent poétique chez lui, et c'est ce qui anime, au sens de mettre une âme peut-être différente dans la langue française. Et il y a quelque chose là qui se dit d'une parole qui passe par cette économie d'une langue orale qui est transmise, mais qui n'est pas fixe. C'est une langue extrêmement changeante et qui s'adapte. Enfin, je pense que Jean-Marc, évidemment, c'est lui qui va nous parler de ça beaucoup mieux que moi. Mais c'est une langue qui change beaucoup. C'est-à-dire que elle n'est pas fixée justement dans un idiome. Elle n'est pas fixée par des signes. Souvent, quelquefois, l'écriture fixe la langue. Mhm. Là, justement, le fait que
la langue créole ne soit pas une langue fixée, si je puis dire, même si elle a un fonctionnement, évidemment, qui est tout à fait celui d'une vraie langue, hein, c'est pas du tout un vague dialecte. Euh, euh, il y a enfin, comment dire, cet accord véritable avec le réel, avec, euh, avec le vécu, avec le ressent, parce que les gens sentent et vivent. Euh, voilà, et donc c'est pour ça que c'est un témoin véritablement aussi de ces consciences qu'on ne connaît pas, de toutes ces, peut-être cette part d'humanité qu'on ne connaît pas quand on est ici, peut-être, et qui se dit là-bas. Donc c'est pour ça que c'est très important d'écouter, d'écouter avant tout, même si on transcrit le créole, mais de l'écouter, parce que Alors je vois derrière vous, il y a écouter, écouter, parler, et cette écoute-là, c'est vraiment ce qu'il faut, je pense, développer pour entendre quelque chose de nous-mêmes et du dialogue que nous avons et qui n'est pas souvent entendu, mais qui est là, hein, cet échange. Alors, pardon, Jean-Marc, je parle un peu trop, donc Non, mais je vous laisse la parole. Non, mais Sylvie, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que le fait de fixer la langue créole et créoline, la fixation est nécessaire, hein. Effectivement, puisque, bon, Jean Bernabé l'a expliqué, le linguiste qui est à l'origine de la créolistique à la Martinique, il a écrit notamment une grammaire fondamentale, d'ailleurs, qui s'appelle Fondal Natal, et il expliquait combien, dans ce processus de décolonisation que, que subit quelque part le créole, c'est-à-dire la perte de son esprit, de son essence, la perte de sa substance, et bien finalement, le fait de fixer la langue euh, quelque part, il y a une volonté certes de l'enrichir, c'est-à-dire de la conserver, mais en voulant la conserver, on perd, je sais pas, je ne sais quoi justement de cet esprit créole. C'est-à-dire que la langue créole, elle est faite aussi comment dire, elle est d'ambivalence. C'est une langue extrêmement polysémique, elle est diverse. Et quand nous pensons, c'est un peu comme vous savez, euh, j'aime bien un peu la théorie quantique. Et il me semble qu'à un moment, ils disent, quand on observe un électron en tentant de fixer, eh bien, on perd ses existences diverses, quoi. Donc, quelque part, c'est ça. Donc, en regardant le créole, en le fixant, on perd on fixe une dimension, mais c'est comme si, quelque part, on ne pouvait pas saisir tout ce qu'il y avait autour. Le fait de fixer la langue, eh bien, finalement, certes, ça nous la rend très concrète, ça nous la conserve à travers le temps, mais quelque part, on perd de cette diversité-là, de cette richesse. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire puisque, évidemment, la langue est en perte de vitesse, non pas pour ce qui est du parler, non pas pour ce qui est de l'usage, mais pour ce qui est du vocabulaire et de la richesse de la syntaxe. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le créole à la Martinique ne s'emploie plus véritablement dans la richesse de ses expressions idiomatiques ou bien dans la complexité de sa syntaxe propre, mais comme une tendance presque facile à, à traduire simplement ce qui se fait en français, ce qui se dit en français, et le créoliser. Vous voyez, il y a de cela. Il y a de cela. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la décolonisation. Hmm. Il y a des mots aussi qui se créaient et de manière spontanée, des mots qui répondaient à un certain génie de la langue et de la culture créole. Et ces mots-là, eh aujourd'hui, ils sont simplement remplacés par l'équivalent, comment dire, par le mot français qui prend une légère couleur créole. Parfois, c'est le mot en français lui-même qui est utilisé, quoi. Donc, il y a ce danger. Et paradoxalement, donc ça, c'est dans l'usage, mais au niveau des écrivains, au niveau de la littérature, alors là, on voit l'effet inverse. C'est-à-dire là, au contraire, les archaïsmes sont de plus en plus utilisés. Il y a une volonté de rechercher
la structure syntaxique qui soit la plus authentique. Vraiment, la langue dans l'écriture tente de se préserver, d'exister pour ce qu'elle est. Tandis que dans l'usage, eh bien, hélas, on a l'impression qu'elle s'appauvrit. Voilà. Un Oui, peu, je voudrais rebondir sur ce que vous dites et sur le rapport entre le français et le créole, parce que j'imagine qu'en fait, il y a des influences réciproques. Peut-être que le créole est aujourd'hui contaminé par le français, mais je pense que le français peut être également, lui, sous l'influence du créole, en tout cas Ouais, par les locuteurs, voilà, je par suis d'accord. les Martiniquais ou les Guadeloupéens qui s'expriment en français. J'imagine que le français doit aussi être imprégné de créole. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'appelle ça, avec un mot un peu barbare, j'appelle ça la transsubstantiation réciproque. Voilà. C'est-à-dire que, comme si la substance du français passe dans le créole, certes, ce qu'on appelle la décréolisation, mais il faut remarquer aussi que la substance du créole passe dans le français. Donc Donc, finalement, il y a les deux langues se nourrissent. les deux langues se nourrissent, en effet, en effet. Le problème, c'est que dans un monde idéal, par exemple, ou bien même pas, dans la proposition que nous fait Édouard Glissant à travers le Tout Monde, écrire en présence des langues, ça c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on voudrait, quoi, finalement, que toutes les langues soient au même niveau, je veux dire, ou bien pas forcément au même niveau historique, mais au moins qu'elles se respectent les unes les autres et que et qu'il n'y ait pas ni d'abstrait, ni de substrat, ni de langue dominée, ni de langue minoritaire, ni de langue, mais simplement des langues qui s'expriment avec leur génie, un peu comme dans une forêt, par exemple, vous avez diverses essences et les unes, comment dire, servent aux autres. pour rebondir. Est-ce que, est-ce que cette, je dirais, cette évolution et cette culture est d'une certaine manière organisée ou est-ce qu'elle émane véritablement de, je dirais, d'une évolution Nous avons été coupés. d'existence ou en voilà. Comment on peut. Alors, on a vu avec Louise la partie éducation. Euh, donc là, certainement, il y a une transmission, mais est-ce qu'on peut dire qu'entre les différents auteurs, les différentes personnes qui écrivent, est-ce qu'il y a là une sorte de, je dirais de travail commun par rapport à cette langue? Ou est-ce que ça émane véritablement des... Alors, mon téléphone, peut-être qu'il coupe, mais je me chauffe du téléphone. Alors, je vais ne pas fermer. Alors, bon, pour vous répondre, si, bien sûr il y a de l'émulation, il y a comment dire, du travail comment dire, de l'échange. Euh, il y a des associations qui se sont formées depuis plusieurs dizaines d'années. Et très dernièrement, nous avons créé l'Académie créole mathématique. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, 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 tout à Oui, fait. Oui. oui. Alors, l'Académie créole mathématique, en fait, ça n'a presque rien à voir avec l'Académie française, même si le terme se rapproche, puisque nous avons le goût de ce qu'on appelle les faux amis. C'est-à-dire que le mot ressemble au mot Académie française, mais dans son sens, il dévie quelque part, quelque peu. En fait, un peu comme le terme grand grec en créole. Et nous avons un terme chez nous, nous a dit, ah, Bouktala, c'est un grand grec. C'est-à-dire, cet homme est un intellectuel. Un grand grec, vous voyez, c'est cette image un peu de Platon, de tous ces gens. Euh, Et voilà, donc quelque part, le mot académique, c'est un peu la même chose. C'est la même veine que nous l'avons donnée. C'est-à-dire que l'académicien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'homme, la femme, le Martiniquais que nous reconnaissons comme étant détenteur d'un savoir à la fois sur la langue et la culture. Donc, ça peut être un marin-pêcheur. Un marin-pêcheur, c'est un académicien parce qu'il connaît son travail, il connaît les mots de la langue et il est reconnu comme tel par la communauté. Ça peut être un écrivain, ça peut être comment dire, un agriculteur, un bitaco, comme on dit chez nous.
Donc finalement, ce sont toutes ces personnes qui sont riches de leur culture, riches de leur langue, et qui transmettent à la fois par l'oral ou par l'écriture, et qui sont reconnues par la communauté comme telles. Jocelyne Béwa, par exemple, c'est une académicienne. Euh, et pourtant, elle n'a pas l'habit de l'immortel, ni l'épée, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas une académie, entre guillemets, de, comment dire, comme une espèce d'aréopage, mais en fait, cette académie, en fait, elle est dans le pays. Et Alors, elle est, une question complémentaire par rapport au créole. Est-ce que cette académie martiniquaise est en contact avec l'académie de Guadeloupe et l'académie de Haïti? Ou est-ce que chacune des îles travaille sa créolité d'une manière indépendante? alors ça, c'est une excellente question. Des contacts sont pris, des contacts officiels, c'est-à-dire que des courriers ont été envoyés. Par exemple, nous avons pris la tâche, même en Louisiane, hein, nous avons informé de la création de cette académie tous ceux qui travaillent sous le créole en Louisiane, le Couri-Mavini, etc. L'académie haïtienne, ce n'est pas encore le cas. Euh, en Guadeloupe, il n'y a pas d'académie, hein. À La Réunion, il y a un office. Mais tous ceux, en fait, qui travaillent autour de la langue créole, dans toutes les régions, dans tous les territoires où l'on parle cet ensemble de langues dites créoles, parce que pour moi, c'est un peu l'équivalent. Le mot créole, pour moi, c'est comme le mot langue romane. C'est l'équivalent pour moi, il y a les langues romanes, et dans les langues romanes, eh bien, nous avons le français, l'italien, etc., le portugais. Donc, nous, c'est pareil. Nous avons les créoles, et dans les créoles, eh bien, nous avons le créole de la Louisiane, le martiniquais, le guadeloupéen. Donc, toutes ces régions-là, évidemment, on veut créer des contacts avec eux. C'est comme si, puisque le créole étant une langue de contact, mais nous avons redéfini le terme créole. C'est-à-dire que le sens qui lui est donné dans l'Académie française, dans le dictionnaire de l'Académie française, eh bien, ce sens-là, il n'est plus usité. C'est-à-dire homme né aux îles d'un pays asiatique ou bien langue provenant de contacts de langue européenne et de langue indigène, etc. Non, non, non. Aujourd'hui, le terme créole a été redéfini par la plupart des écrivains qui travaillent avec nous. Et pour nous, on entend par créole simplement des langues de contact, tout simplement, euh, qui, euh, qui s'agglomèrent, qui sont composites et diverses, et puis qui se créent dans une espèce d'idiome commun, en ne reniant pas les apports d'origine et en s'inventant continuellement. C'est un peu ça pour nous créoles aujourd'hui. Et la réalité créole s'inscrit justement dans tous nos actes, dans tout ce que nous faisons, dans le boire, dans le manger, dans la drague, dans dans tout quoi, dans tout. Et être créole, c'est un peu c'est un peu le réalisme social, c'est-à-dire c'est un peu le réalisme tel qu'on l'entend en Europe, mais c'est aussi le réalisme merveilleux, puisque pour nous, la réalité n'est pas seulement une réalité matérialiste, elle est également une réalité spirituelle où le surnaturel rentre, où le spirituel, ce que j'appelle l'espirituel rentre, et compris dedans. Donc Je vais repasser la parole à Louis, À Louise, voilà. Je qui peut rejoins, réagir peut-être par rapport à oui, ça. je veux bien réagir, merci. Donc, je rejoins complètement Monsieur Rosier voilà. concernant l'établissement de la langue. Alors, je voulais préciser aussi par rapport à la Guadeloupe. Alors, normalement, c'est demain qu'il y avait la présentation de l'Office de la Guadeloupe. Ah, Mais vu les conditions météorologiques, donc à mon avis, toutes les festivités et tout sera reporté à une date ultérieure. mm, Contrairement à la Martinique, donc nous avons quand même plusieurs personnes. Alors, il y a plusieurs écoles. Donc, ça veut dire que il y a l'école des intellectuels qui vont rester simplement sur tout ce qui est la linguistique,
et d'ailleurs, c'est eux qui vont mettre en œuvre, qui vont présenter l'Office du créole en Guadeloupe. Et nous avons aussi quelques personnes qui se basent, puisque comme la langue, il y a un apport de tout. Donc, il y a un certain monsieur Jolo qui a travaillé aussi sur l'apport du créole, l'apport de l'Afrique sur le créole guadeloupéen. Et, euh, et lui, il défend bétéant que le créole vient d'Égypte. Et Roussicam, et le voilà. Roussicam. Et au milieu de ça, nous sommes à l'éducation nationale, donc nous devons faire corps avec les deux. Sachant que, bien sûr, l'éducation nationale a statué sur le créole d'Hector Poulet de Sylviane Techida. Et ce que je veux dire aussi par rapport à ce que M. Rosier disait, il est vrai que lorsque nous parlons le français, nous pensons même créole. Ce qui Complètement. fait qu'il y a une structuration au niveau de la langue qui se fait. Il est vrai que cette structuration se défait petit à petit puisqu'il y a l'acculturation, il y a la langue française qui rentre en effet puisque nous sommes plus amenés à travailler autour du français. Mais n'empêche que lorsque nous revenons aux racines, nous avons l'omniprésence de la langue créole dans nos structures, dans notre manière de penser, dans notre manière d'écrire le créole. Et il y a même, alors, je revenais aussi par rapport à ce que M. Rosier disait concernant un recul, si je ne me trompe pas, un recul de la langue créole. Alors, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a une émission qu'on a passée à la Martinique, l'école de la langue créole. Mhm. J'ai trouvé ça très bien. Et je me suis dit aussi, si on en est encore là, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait, mais qui n'avance pas suffisamment, que ce soit pour la Martinique ou la Guadeloupe. Le travail se fait, mais n'avance pas considérablement parce qu'il y a toujours certaines personnes pour nous en Guadeloupe qui vont contredire ce qui a été fait, donc ce qui fait qu'il y a un recul de la langue créole. Et concernant les deux académies, donc je suis sur l'éducation nationale, Académie Martinique, Académie Guadeloupe, nous sommes en étroite collaboration puisque je travaille énormément avec les professeurs de la Martinique sur la langue créole, donc entre autres monsieur Jean-Claude Lucidné. Sydney, oui. Mhm. Voilà, et donc nous mettons en accord, nous faisons des séquences ensemble pour pouvoir faire avancer nos élèves et c'est toujours avec autant de plaisir. Oui, nous pensons d'abord au créole et ensuite nous écrivons. Merci. Moi, ce que j'aimerais encore peut-être, le point sur lequel j'aimerais encore un tout petit peu insister, c'est sur cette incroyable, je dirais, fécondité littéraire qui émane que ce soit à Haïti, que ce soit à la Martinique, que ce soit, voilà. Je pense que ce rapport créole français crée voilà, une créativité et une manière de dire qui est appréciée bien au-delà des îles. Oui, 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 c'est vrai, en effet. Euh, parce que finalement, c'est notre langue. C'est simplement, c'est simplement l'expression de ce que nous sommes, hein. Et je pense que quand nous écrivons en vérité, eh bien, ça se ressent. Ça se ressent. Et il faut, justement, quand la langue est trop artificielle, trop alambiquée, trop recherchée, eh bien, ça paraît désuet, ça paraît désincarné. Tandis que le simple fait et même dans notre parler, hein, vous savez, nous avons une façon de parler qui est, euh, qui est créole, quoi. Avec des expressions comme, je ne sais pas moi, j'ai pissé, mais, ou bien, comment tu me parles là? Mais c'est, moi je dis que, alors, quand les élèves, s'il y a des élèves, il faudrait pas qu'ils écrivent ça dans une rédaction, puisqu'on leur apprend à, mais parler ainsi, pour moi, c'est suffisant. Hmm. Parce que c'est ce qui fait, c'est comme les Canadiens où ça fait, il y a une couleur, il y a quelque chose qu'il faudrait conserver parce que c'est nous, quoi.
c'est nous-mêmes. Et puis, C'est intéressant parce que Doudou Dienne, il a précisément parlé de cette importance aussi corporelle, parce que les langues sont pas que voilà, des containers d'informations, mais ils parlent, ils décrivent, ils produisent des sons, ils se mettent dans les corps et il correspond à une réalité de rituel, de danse, de C'est perception ça, et, c'est ça. qui est une richesse importante. Est-ce que vous pensez, ça c'est une question, je pense pour tous les trois, est-ce que cette nouvelle cité de la langue française et les langues en France, est-ce que ce lieu peut être aussi un lieu qui peut aider faire euh, le pont et revaloriser et qui peut même faire euh, un lien où le lien est encore difficile à faire. Qu'est-ce que seront vos demandes à cette cité? quelles seraient des demandes à cette cité, oui. Et oui, peut-être Jean-Marc, si vous êtes. Euh, oui, non, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, euh, bon, ce que je dis est entendu, hein, il n'y a pas une langue française, il y a des langues françaises. Et, aujourd'hui, on parle également de langue de France. Donc, toutes ces langues régionales, parce que je crois qu'il existe en France hexagonale, je crois, près de 69 langues régionales, il me semble. Hein. En tout cas, plus d'une soixantaine. C'est 75. ça? 75. 75. 75 langues régionales. Et pourtant, certes, elles sont peut-être en recul face au bulldozer de la langue de la République, hein, qui passe par l'école, mais il n'empêche qu'elles existent. Et ce sont des langues de France, au même titre que le créole. Même si le créole est une langue à base lexicale française, et, euh, et bien entendu, comment dire, l'apport français n'est pas unique, puisqu'il y a également des apports africains, des apports des autres langues européennes, mais aussi des mots hollandais, des mots anglais, des mots chinois, il y a tout, quoi. C'est une espèce de fabrique de l'humanité, quoi, une espèce de Babel dans ce microcosme ainsi qu'ont été les Antilles. Donc oui, moi je pense que cette, cet organisme aura euh, peut-être la vocation, certes, de mettre l'accent sur la langue française, mais aussi les langues françaises et toutes les langues régionales qui gravitent autour d'elle et qui existent en son sein, qui existent à côté d'elle, en présence d'elle. Et ça, on doit Édouard Glissant, justement, cette belle expression, écrire en présence des langues. Et j'ai presque envie de dire parler en présence des langues. Mhm. Sylvie, par rapport à ça, je pense que ce serait intéressant que tu nous racontes un tout petit peu, on a 5 minutes, malheureusement seulement, mais ce rapport à la langue qu'avait Édouard Glissant. Euh, bon, évidemment, le raconter, c'est pas facile, hein, bien sûr. 5 minutes, Mais, c'est mais, euh, mais, euh, euh, moi, ce que je sais, c'est que, par exemple, dans ses premiers écrits, et notamment, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle Le Monde incréé, dans lequel voilà, il y a voilà, des écrits, mais plutôt de théâtre, qui datent voilà, de très tôt. Je pense que ça devait être dans les années, disons, ouais, 70. Et Édouard écrit en créole, c'est-à-dire ces personnages, des personnages parlent en créole, et donc Édouard écrit en créole à ce moment-là. Et en fait, j'en discutais avec un ami spécialiste, et il me disait, mais tu vois, ce sont des créoles, comment dire, c'est pas des créoles que de la Martinique, c'est des créoles haïtiens. Il y avait toutes sortes de créoles qui venaient de régions et de pays anglophones, par exemple. En fait, il y a un mélange. Donc, il était déjà entré dans cette, dans ces langues créoles. De toute façon, il disait toujours
mais il avait été évidemment très influencé depuis son enfance par l'écoute des conteurs, de la parole des conteurs. Et c'est de cette parole-là, je pense que cette parole-là a directement versé dans son usage de la langue française. On le voit d'ailleurs dans la façon dont il utilise les mots, qui effectivement, comme le disait Jean-Marc, il y a une polysémie, on entend tellement de choses dans les mots. Euh, et je pense que c'est un usage, je pense que la poétique aussi, et on l'entend chez Patrick Chamoiseau, on l'entend évidemment je pense chez Césaire, et c'est pratiquement tous les écrivains, que ce soit haïtien, Franck Étienne, enfin, c'est tous les écrivains que l'on connaît. Vraiment, il y a une richesse là, on entend ces poétiques, ces rythmes-là, ces sens différents qui traversent la langue, même quand ils parlent le français ou quand ils écrivent le français. Et je pense que, enfin, pour Édouard, c'était essentiel. Oui, bien sûr. Vous parliez du corps tout à l'heure, mais à bien y réfléchir, la langue créole ne s'énonce pas avec la bouche pointue. Exactement. C'est-à-dire, ben oui, quand le pointu, c'est pour la langue française. Le pointu, c'est la lettre U. Tandis que quand nous parlons créole, nous ouvrons la bouche. Et l'ouverture, et on dit même assez ouvert bouchou. Assez ouvert bouchou là, ça veut dire arrête de crier, arrête de parler fort, arrête de t'exprimer. Et avec autant de véhémence. Et quand on regarde bien, pour moi, l'aperture là justement de la bouche traduit tous ces mouvements du corps, ce qu'on appelle chez nous démagogie. Ça fait démagogie, c'est-à-dire il fait des gestes. Ce n'est pas la démagogie, ce n'est pas. Vous voyez les faux amis dont on parlait là. C'est pas le sens français de démagogie, mais c'est fait ou qu'a fait geste, il fait des mouvements. Et c'est un peu ça. Le créole ne s'énonce pas avec la bouche pointue. Ben, C'est une le langue. conteur, oui, le conteur, c'est avant tout une présence physique très forte. Il bouge, voilà, il prend l'espace. Il y a ces gestes aussi du Ça. conteur. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu, c'était assez incroyable de voir cette présence physique dans tout l'espace, et C'est qui ça. rejoint d'ailleurs la présence physique des auditeurs, enfin de ceux qui écoutent et qui en fait répondent par leur corps aussi, par leurs mouvements, par leurs gestes, la voix. Il y a un échange, il y a une réponse à chaque fois, il y a une sorte de communication. Enfin, il y a une présence, une coprésence, voilà, qui se manifeste dans la parole. C'est ça. Ouais, je ne sais pas trop comment Et l'exprimer. Je pourrais et même quand il se ajouter la tient, Je crois que je portion. dois malheureusement arrêter cette conversation créole. Nous avons fait l'heure, nous avons passé cette heure. Je vous en remercie tous les trois. merci Euh, à vous. et nous nous retrouverons certainement très vite autour de cette langue. Et c'est parfaitement le pont, ce que vous avez fait pour la prochaine séance, parce qu'elle va parler des souffleurs, la maison des langues et des cultures, et c'est autour de la partager euh, maison des langues à Aubervilliers. Donc c'est exactement dans la poursuite ce que vous nous a partagé. On vous remercie beaucoup.